Saint-Pétersbourg est la deuxième ville de Russie, par sa population, avec 5 281 579 habitants en 2017, après la capitale Moscou. Plus grande métropole septentrionale du monde, la ville est située dans le nord-ouest du pays, sur le delta de la Neva, au fond du golfe de Finlande, un espace maritime de la mer Baltique. Saint-Pétersbourg a le statut de ville d'importance fédérale. La ville est enclavée dans l'oblast de Léningrad, mais en est administrativement indépendante. Capitale de l'Empire russe de 1712 jusqu'en mars 1917, ainsi que de la Russie dirigée par les deux gouvernements provisoires. Entre mars et octobre 1917, Saint-Pétersbourg a conservé de cette époque un ensemble architectural unique. Deuxième port russe sur la mer Baltique après Primorsk, c'est aussi un centre majeur de l'industrie, de la recherche et de l'enseignement russe ainsi qu'un important centre culturel européen. Saint-Pétersbourg est la deuxième ville d'Europe par sa superficie et la cinquième par sa population. Saint-Pétersbourg est fondé en 1703, par le tsar Pierre le Grand, dans une région disputée depuis longtemps au royaume de Suède. Par son urbanisme résolument moderne et son esthétique d'origine étrangère, la nouvelle ville devait permettre à la Russie d'ouvrir une fenêtre sur l'Europe et contribuer, selon le souhait du tsar, à hisser la Russie au rang des grandes puissances européennes. Le centre-ville, construit sur des directives des souverains russes, présente une architecture unique, qui mélange des styles architecturaux, baroques, néoclassiques, adaptés de manière originale par des architectes souvent d'origine italienne. Ses canaux et ses rivières bordées de palais lui valent le surnom de Venise de la Baltique, tandis que ses colonnades ou son ordonnancement de perspectives, de palais, de bâtiments, de parcs et d'avenues, celui de Palmyre du Nord. La ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990. De sa fondation jusqu'au début du XXe siècle, Saint-Pétersbourg a été le principal centre intellectuel, scientifique et politique du pays. Au XIXe siècle, la ville devient le principal port commercial et militaire de la Russie, ainsi que le deuxième centre industriel du pays, après Moscou. C'est d'ailleurs à Saint-Pétersbourg qu'éclate la révolution russe de 1917, et où les bolcheviks triomphent. La ville connaît par la suite un certain déclin. Au début des années 1920, à la suite du transfert de la capitale à Moscou et de la guerre civile, le chiffre de la population s'effondre, celle-ci ne retrouve son niveau d'avant 1914, qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le siège de près de 3 ans durant ce conflit décime à nouveau sa population. Tombée à moins d'1 million d'habitants à la sortie de la guerre, la ville se repeuple grâce à l'arrivée de ressortissants d'autres régions. Depuis cette époque, Saint-Pétersbourg a régulièrement perdu de l'influence par rapport à Moscou, phénomène qui s'est accentué depuis la libéralisation du système économique russe. Saint-Pétersbourg change plusieurs fois d'appellation, elle est rebaptisée Petrograd, de 1914 à 1924, puis Léningrad, de 1924 à 1991, avant de retrouver son nom d'origine, à la suite d'un référendum, en 1991. Contrairement à ce qui est souvent supposé, le nom de la ville n'est pas donné par Pierre le Grand, mais par son saint patron, l'apôtre Simon-Pierre. La forteresse est brièvement appelée Saint-Pétersbourg, puis, comme la ville qui émerge un peu plus tard, Saint-Pétersbourg, dans la littérature, elle est aussi appelée Paterburg, ou Pétropole. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le nom allemand est russifié en Petrograd, le 18 août 1914. Après la mort de Lénine en 1924, la ville est rebaptisée Léningrad, le 26 janvier 1924. Cela se produit à la demande de la direction du parti de Petrograd de l'époque ainsi qu'à, selon leur déclaration,
la demande des travailleurs qui pleuraient la mort de Lénine. Le changement de nom renouvelé de la ville est justifié par le comité central du PQS par le fait que la révolution d'octobre dirigée par Lénine avait commencé ici. Sur le plan de la politique symbolique, il y avait des raisons plus profondes. Saint-Pétersbourg avait représenté la Russie tsariste, et avait été la ville modèle de l'Empire tsariste. Même alors, Saint-Pétersbourg était la deuxième plus grande ville du pays. Cela signifiait un grand prestige pour le nouvel homonyme. Le changement de nom en Léningrad symbolisait le changement du système social et politique dans une place importante et était perçu comme tel. Populairement, même après le changement de nom, est toujours utilisé aujourd'hui, l'abréviation Peter a continué à être utilisée comme surnom pour la ville. La poétesse Anna Akhmatova écrivait en 1963 dans son poème Sans héros, apparemment adressé à son bon ami Ossip Mandelstam, qui est victime des purges staliniennes: « Nous nous reverrons à Pétersbourg ». Le prix Nobel de littérature Joseph Brodsky écrit en 1987, dans Memory of Leningrad. Leningrad, autant que je déteste ce nom pour la ville. Cette ville est définitivement considérée par la nation comme Léningrad, avec la vulgarité croissante de ce qu'il comprend, il devient de plus en plus Léningrad. De plus, pour l'oreille russe, Léningrad sonne aussi neutre que construction ou saucisse. Et pourtant je préfère dire Peter, car je me souviens de cette ville à une époque où elle ne ressemblait pas à Léningrad. Au cours de l'effondrement de l'Union soviétique, un référendum en juin 1991 a conduit à une faible majorité en faveur du changement de nom en Saint-Pétersbourg. Le décret du 6 septembre 1991 met en œuvre cette volonté des électeurs. Dans le même temps, de nombreux ponts, rues, stations de métro et parcs sont à nouveau renommés. En relation avec des événements historiques, le nom approprié à l'événement est encore utilisé. Par exemple Ville-héros Léningrad en mémoire de la guerre germano-soviétique, de 1941 à 1945, appelée la Grande Guerre patriotique en Russie. La zone administrative environnante, unité fédérale, l'oblast de Léningrad, en russe le Leningradskaya Oblast, conserve l'ancien nom après une résolution du soviet local. La ville donne son nom au minéral le ningradite, découvert sur la péninsule du Kamtchatka, depuis 1988-1990. La ville de Saint-Pétersbourg se situe à 635 km au nord-ouest de Moscou, à 317 km à l'est-nord-est de Tallinn, et à 300 km à l'est d'Helsinki. Elle est construite sur le delta marécageux de la Neva, au fond du golfe de Finlande en mer Baltique. La ville a une superficie de 606 km², 1431 km² en incluant les agglomérations annexées par la ville en 1999 comme Peterhof et Pouchkine, dont 10% d'étendue d'eau. Elle s'étend sur 90 km du nord-ouest au sud-est. La ville compte 42 îles et est construite de 2 à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. La nappe phréatique est très proche de la surface. Les rives du fleuve ont été consolidées à l'aide de pierres granitiques qui non seulement protègent la ville des eaux, mais également contribuent à lui donner son cachet. Alexandre Pouchkine écrit en parlant de Saint-Pétersbourg, « La Neva s'est habillée de granit. Du fait de sa faible élévation au-dessus du niveau de la mer, Saint-Pétersbourg est souvent victime d'inondations. En 2003, les statistiques officielles décomptaient 295 inondations depuis sa fondation, dont 44 depuis 1980. Les inondations les plus sévères ont lieu en 1824, elles auraient fait, selon les statistiques, de 200 à 500 victimes, et en 1924. Hydrographie. La longueur totale de tous les cours d'eau sur le territoire de Saint-Pétersbourg atteint 282 km et leur surface d'eau représente environ 7% de la superficie totale de la ville.
Au cours de l'existence de la ville, le réseau hydrologique a subi des changements importants. Sa construction dans un endroit bas marécageux a nécessité la construction de canaux et d'étangs de drainage. La terre draguée a été utilisée pour élever la surface. À la fin du XIXe siècle, le delta de la Neva se composait de 48 rivières et canaux, formant 101 îles. Au fil du temps, au fur et à mesure de la construction de la ville, de nombreux réservoirs ont perdu leur valeur d'origine, se sont pollués et se sont remplis. Au XXe siècle, à la suite du remblayage des canaux et embranchements, le nombre d'îles a été réduit à 42. 93 rivières et bras de rivières traversent Saint-Pétersbourg. La principale voie navigable de la ville est la rivière Neva, qui se jette dans la baie de la Neva du golfe de Finlande, qui appartient à la mer Baltique. La Neva est un fleuve très court, 74 km de long, mais son débit, 2510 mètres cubes par seconde, en fait un des plus puissants d'Europe. En effet, la Neva collecte, via plusieurs lacs, les eaux d'un bassin versant de 218 000 km², les 2/5 de la superficie de la France. À Saint-Pétersbourg, la Neva est large de 600 mètres et la vitesse du courant est élevée. Sur les 74 km de son cours, 28 sont situés à l'intérieur des limites de la ville. Les branches les plus importantes du delta sont Grande Neva et Petite Neva, Grande Nevka et Petite Nevka, Fontanka, Moïka, Likateringovka, Krestovka, Karpovka, Jdanovka, Smolenka, Priyajka, Détroit Kronverksky. Les principaux canaux sont le canal de la mer, le canal Obvodny, le canal Griboïdov, le canal Kryukov. Les principaux affluents de la Neva au sein de la ville sont, à gauche, Ijora, Slavianka, Murzinka, et à droite, Okhta, Tchernaya Rotchka. Saint-Pétersbourg compte de nos jours 42 îles. À l'origine, il y en avait un plus grand nombre, mais de nombreux canaux ont été comblés. Les plus grandes îles du delta de la Neva sont l'île Vassilievski, l'île Petrogradsky, l'île Krestovski, l'île des Décembristes, et l'île Elagine. La plus grande île du golfe de Finlande est Kotlin, qui abrite la ville de Kronstadt. Environ 800 ponts ont été jetés sur les plans d'eau de la ville, sans compter les ponts sur les territoires des entreprises industrielles, dont 218 piétons et 22 ponts-levis. Problèmes environnementaux. Jusqu'au XIXe siècle, les eaux peu profondes du golfe de Finlande arrivaient à recycler naturellement les effluents produits par la ville. D'ailleurs, de nos jours, les eaux usées des 5 millions d'habitants et des nombreuses industries ne représentent toujours que 2% des eaux déversées par la Neva. Mais, au milieu du XIXe siècle, une première épidémie de choléra et de typhus éclata à cause de la mauvaise qualité des eaux. En 1908, une épidémie de typhus fit 9000 victimes. Le problème fut réglé en 1910 par une modification du lieu de captage des eaux de la ville. Dans les années 1950 et 1960, l'accroissement rapide de la population remit le sujet à l'ordre du jour. Circonstance aggravante, les eaux de la Neva étaient alors très polluées avant même de pénétrer dans la ville, issues du lac Ladoga. Elles étaient à la fois dégradées par les nombreuses usines installées sur le pourtour de ce lac et par la qualité médiocre des eaux des rivières alimentant le lac. Une usine de traitement fut construite à l'époque, mais, de nos jours, 25 à 30% des eaux usées ne sont toujours pas traitées. Le golfe de Finlande abrite essentiellement des espèces d'eau douce et quelques espèces d'eau saumâtre. L'écosystème local est fortement menacé par les activités humaines. Pour protéger Leningrad des inondations, le gouvernement soviétique a lancé en 1978, la construction du barrage de Saint-Pétersbourg, long de 25 km. Celui-ci barre tout le fond du golfe à 20 km au large, à la hauteur de l'île de Kotlin, sur laquelle est édifié Kronstadt.
Ces inondations ne sont pas liées aux périodes de hautes eaux de la Neva, mais à la pression exercée par les vents d'ouest sur les eaux du Golfe qui empêchent les eaux du fleuve de s'écouler dans le Golfe et qui, dans les cas extrêmes, les refoulent vers l'amont. Pour des raisons écologiques, la construction du barrage fut arrêtée à la fin des années 1980, alors que la moitié nord était déjà achevée. On s'était rendu compte que le barrage perturbait fortement la circulation des eaux côtières, et avait fortement fait baisser leur qualité en les rendant en partie stagnantes. On craignait à l'époque que tout le fond du Golfe se transformât en marécage. La construction reprit en 1990 avec l'aide technique des Néerlandais, spécialistes reconnus dans ce domaine, et l'appui financier de la Banque européenne d'investissement. Dans la mesure où les menaces pour l'environnement existent toujours, le barrage reste un sujet très controversé chez les habitants de Saint-Pétersbourg. Climat. Saint-Pétersbourg se trouve à la même latitude que les villes d'Oslo et d'Helsinki, ainsi que du sud des îles Shetland ou de l'Alaska, ou de la pointe sud du Groenland. Elle bénéficie d'un climat continental humide caractérisé par de forts contrastes thermiques entre l'hiver et l'été. Les étés sont relativement chauds avec une température moyenne comprise entre 19 et 22 degrés, tandis qu'en hiver la température moyenne se situe entre -4 et -8 degrés. La neige est présente 123 jours par an. Les précipitations, 625 mm par an, sont particulièrement importantes durant l'été. Du fait de sa latitude très septentrionale, les nuits qui encadrent le solstice d'été ne sont jamais complètement obscures nuits blanches. Le record de température à Saint-Pétersbourg est de 37,1 degrés, le 7 août 2010. Toponymie. Saint-Pétersbourg ne doit pas son nom à son fondateur, le tsar Pierre le Grand, mais à l'apôtre Pierre. Toutefois, la ville a reçu 14 désignations différentes à l'origine. Les plus fréquentes sont Sankt-Petersburg ou Peterburg, dérivé du néerlandais Saint-Petersburg, mais aussi Pétropole, voire Pétropolie. La forteresse, embryon de la ville, a porté brièvement le nom de Sankt-Peterburg, puis la ville a été renommée rapidement Sankt-Petersbourg, avec une forte consonance allemande. Au cours du XXe siècle, la ville a été rebaptisée 3 fois, pour des raisons politiques. Tout d'abord, le 31 août 1914, un mois après l'entrée en guerre de la Russie dans le conflit européen, qui s'accompagne d'une poussée de nationalisme slave et d'anti-germanisme, le nom de Saint-Pétersbourg, jugé trop allemand, est russifié en Petrograd, littéralement, la ville de pierre. En 1924, à la mort de Lénine, la ville qui fut le théâtre de la Révolution d'Octobre reçoit le nom du fondateur de l'URSS, devenant ainsi Léningrad, littéralement, la ville de Lénine. D'un point de vue symbolique, des raisons plus profondes justifiaient ce changement. Les appellations Saint-Pétersbourg, puis Petrograd, étaient rattachées au régime tsariste et à son statut de capitale impériale. Il convenait donc pour les révolutionnaires de faire table rase du passé. Elle était également la deuxième ville de la Russie, ce qui concourait à rehausser le prestige du fondateur et dirigeant du parti bolchevique. Enfin, le 6 septembre 1991, peu avant la disparition de l'URSS, le changement de nom est soumis à un référendum populaire et le retour à son appellation d'origine, Saint-Pétersbourg, est adopté à la majorité de 55%. Le territoire administratif régional a gardé après un référendum le nom d'oblast de Léningrad. Saint-Pétersbourg est également appelé familièrement Peter par ses habitants. Pour les Russes, c'est la capitale du Nord-Severnaya Stolitsa. Par son histoire mouvementée au XXe siècle, elle est également dénommée berceau-ville des 3 révolutions, Gorod Ryok Revolutsi. Elle est surnommée la Palmyre du Nord en russe, Palmyra Severa, la Palmyre septentrionale en russe, Severnaya Palmyra,
ou la Palmyre finlandaise en russe, Finskaya Palmyra. Une fenêtre sur l'Europe. La forteresse Pierre et Paul, le premier bâtiment construit. La perspective Nevski percée sous le règne d'Anne. La fondation d'une nouvelle capitale fait partie de la série de réformes entreprises par le tsar Pierre le Grand, pour faire de la Russie un pays moderne, et une puissance européenne. Lorsque Pierre le Grand arrive au pouvoir, la Russie est un pays sans université, sans scientifiques ni techniciens, placé sous la coupe d'une église et d'une noblesse terrienne particulièrement conservatrice. Dépourvu de marine et défendu par une armée sans cadre professionnel ni armement moderne, la Russie n'arrive pas à s'imposer face à ses puissants voisins que sont la Suède et l'Empire ottoman. Hormis ses églises et le Kremlin, Moscou est une ville de maisons en bois. De plus, Pierre le Grand n'apprécie pas Moscou pour ses traditions qu'il juge passéistes, notamment les coins rouges, foyers religieux remplis d'icônes dans chaque maison moscovite, et certains de ses quartiers vétustes régulièrement victimes d'incendies. La création de Saint-Pétersbourg va permettre à Pierre de disposer d'un véritable port en eau libre qui lui permet de créer une marine de guerre, et de commercer facilement avec les autres pays d'Europe. Sa création doit lui permettre également de disposer d'une capitale moderne, semblable aux villes européennes qu'il a pu découvrir durant la Grande Ambassade. Il s'agit d'ouvrir une fenêtre sur l'Europe source de progrès et de modernité, selon la formule attribuée au voyageur et écrivain italien Francesco Algarotti, 1736. La fondation. Les circonstances du choix de l'emplacement de Saint-Pétersbourg sont l'objet d'un mythe qui attribue à Pierre le Grand un rôle central. Selon cette légende, le tsar visionnaire aurait choisi au premier coup d'œil d'implanter sa future capitale dans une région de marécage, dépourvue d'habitants, située à l'embouchure de la Neva. L'illustration la plus connue de la capitale sortie du néant par la volonté créatrice d'un souverain inspiré, se trouve dans le poème Le Cavalier de bronze, d'Alexandre Pouchokine, 1834. En réalité, la région qui borde le cours inférieur de la Neva, l'Hongrie, était déjà peuplée par des Finno-Ougriens, qui vivaient depuis le Xe siècle essentiellement du travail de la terre. Au début du XIVe siècle, la Suède et la République de Novgorod se disputèrent le contrôle de cette région. Une colonie suédoise, sans doute située sur l'emplacement de la ville, fut détruite vers 1300. Finalement, les deux puissances se mirent d'accord pour faire de la région une zone tampon dans laquelle aucune fortification ne pourrait être construite. Au cours des siècles suivants, la région servit de lieu de débarquement pour les navires empruntant la Neva et peut-être également de place commerciale. Ce dernier rôle est attesté à compter de 1611, date à laquelle les Suédois, profitant de leur suprématie du moment sur la région, construisent la forteresse de Nyan-Sanchante, ainsi que la colonie voisine de Nyan, un peu plus tard. Toutes deux se trouvaient à l'emplacement actuel de Saint-Pétersbourg, sur la rive nord, c'est-à-dire droite, de la Neva. Il existe également des preuves que la Suède envisageait, au XVIIe siècle, la construction d'une ville d'une taille supérieure. Mais les Suédois subirent un revers cinglant au cours de la première guerre russo-suédoise, 1656, et la ville et la forteresse furent détruites par les troupes russes. La construction du premier édifice par les Russes se situe en 1703, après la conquête définitive de Nyan-Sanchante par les troupes russes placées sous les ordres de Sheremetev, durant la Grande Guerre du Nord. Nyan-Sanchante avait été préventivement évacuée et partiellement détruite par les Suédois. La date officielle de la fondation de la ville est le 16 mai 1703, 27 mai dans le calendrier grégorien. Ce jour-là, sur l'île des Lièvres, l'île Giatremanzari en finnois, la première pierre de la forteresse Pierre et Paul, du nom des saints patrons du tsar, est posée. Pierre le Grand ne semble pas avoir projeté, dès le début,
de faire de la forteresse le noyau d'une ville de plus grande taille, et a fortiori de sa future capitale. La fonction de la forteresse Pierre et Paul était en premier lieu de reprendre le rôle de Nyans enchante, c'est-à-dire de protéger l'accès à l'embouchure de la Neva, mais cette fois au bénéfice des Russes. L'endroit était peu propice à la création d'une ville. Une grande partie des environs n'était pas cultivable. Le delta était fréquemment sujet à des inondations, celles-ci feront à plusieurs reprises de nombreuses victimes parmi les habitants de la ville. En dépit de ce contexte défavorable, Pierre le Grand choisit finalement en 1706, d'y construire sa nouvelle capitale, sans doute parce que l'emplacement de Saint-Pétersbourg en fait un bon port maritime le plus souvent libre des glaces, et bien relié au réseau fluvial de la Russie. Les armoiries de la ville, qui représentent un sceptre, une ancre de marine et un grappin de péniche illustrent bien ses motivations. Le deuxième atout de cet emplacement est la proximité de l'Europe occidentale, que Pierre le Grand souhaite utiliser pour moderniser la Russie. Une fois ses intentions arrêtées, Pierre y consacre une grande partie des ressources de la Russie. Les conditions de travail sont éprouvantes, on estime que des dizaines de milliers de travailleurs et de serfs trouvent la mort, victimes de la fièvre des marais de Lingrie, du scorbut, de la dysenterie ou tout simplement morts de faim ou d'épuisement. Une grande partie de la ville repose sur des pilotis, mais les habitants ont coutume de dire que la ville est bâtie sur les squelettes de ses constructeurs. Au début, près de la moitié des ouvriers contraints à travailler réussissent à s'enfuir vers le nord-ouest. Les ouvriers qui sont rattrapés sont sévèrement punis. Les premières années, le chantier est menacé par un revers des armées russes face aux troupes suédoises qui ont pénétré profondément dans le pays. La défaite des Suédois à la bataille de Poltava en 1709 écarte finalement tout danger. La paix est signée en 1721. En 1712, la cour, les ambassades et le Sénat sont transférés dans la nouvelle capitale. Pour peupler Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand donne l'ordre aux principales familles nobles de Moscou de s'installer dans la nouvelle ville. Celles-ci sont contraintes d'emménager avec toutes leurs maisonnettes dans des constructions dont l'apparence et les dimensions sont imposées et qui sont construites à leurs frais. Tous les habitants sont contraints de planter des arbres. Dès 1714, 50 000 logements sont occupés. Saint-Pétersbourg est la première ville de Russie à disposer d'une police municipale et d'un système de couvre-feu qui fonctionne. Le centre-ville est éclairé la nuit. L'épanouissement. Pierre le Grand fait venir dès la fondation de la ville des artisans et ingénieurs de toute l'Europe, en particulier des Pays-Bas, pour faire de la ville un centre majeur des techniques et des sciences. Après la mort de Pierre le Grand en 1725, l'enthousiasme des souverains russes pour la fenêtre sur l'Occident retombe. En 1728, d'après l'ordre de l'empereur Pierre II, Moscou redevient la capitale. Mais en 1730, il meurt, et avec l'arrivée au pouvoir d'Anne, Saint-Pétersbourg retrouve la priorité. Elle redevient la capitale de l'Empire. Les travaux menés par Anne ont laissé une profonde empreinte. Elle fait construire le centre-ville du quartier de Petrograd sur la rive gauche de la Neva, côté amirauté, et fait tracer les grandes avenues, les perspectives Nevski et Voznesensky et la rue Gorokovaya. Pourtant, elle préfère Moscou où elle réside le plus fréquemment. Les impératrices Élisabeth, 1741-1761, et surtout Catherine II, renforcent la politique d'ouverture vers l'Europe occidentale, et font venir à Saint-Pétersbourg des artistes et des architectes. Les prestigieux bâtiments qui ont forgé l'image de la ville sont construits sous le règne d'Élisabeth. Elle fait ainsi édifier le palais d'hiver et le monastère Smolny. Elle fait reconstruire le palais Catherine, en ayant recours à l'architecte baroque d'origine italienne Bartolomeo Rastrelli, qui réalise plusieurs des grands bâtiments de la ville.
Catherine II a joué le rôle décisif dans le destin urbanistique de Saint-Pétersbourg. Trouvant le style baroque Rastrelli trop vieillot, elle le limoge et recrute de jeunes architectes et sculpteurs au style néoclassique, comme Jean-Baptiste Valin de la Motte, Estienne Maurice Falconet, Nicolas-François Gillet et Antonio Rinaldi. C'est une représentante du siècle des Lumières, au moins jusqu'à la Révolution française, et Catherine fait fortement progresser la culture. Catherine II crée 25 établissements académiques, ainsi que l'Institut Smolny, la première école publique russe pour les filles. La statue équestre de Pierre le Grand, monument emblématique de la ville, date également de son règne. À la fin du XVIIIe siècle et durant la première moitié du XIXe siècle, la ville connaît un épanouissement, d'abord culturel, puis scientifique et technique. La première école de ballet russe est créée en 1738. En 1757, c'est au tour de l'Académie impériale des beaux-arts, dans laquelle sont formés encore aujourd'hui peintres, sculpteurs et architectes. Des universités et des bibliothèques sont créées. En 1783 s'ouvre le théâtre Mariinsky, dans lequel seront joués les premiers opéras russes, de Mikhaïl Glinka. En 1804, l'Académie du génie Nicolas est ouverte puis, en 1819, l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. L'abolition du servage de 1861 par Alexandre II fait affluer dans la ville un grand nombre de paysans qui ne peuvent se nourrir sur les terres qui leur ont été attribuées. La population, en particulier ouvrière, augmente très rapidement en quelques années. Les écrivains et les intellectuels se réunissent dans des cercles littéraires et publient des dictionnaires et des revues. Parmi les principales revues, l'Étoile polaire de Ryleïev et Bestouchev, et le contemporain d'Alexandre Pouchokine.